C'est vrai que la guerre de 100 ans, c'est vraiment une période historique extrêmement importante parce que ça modifie les techniques militaires tout en modifiant tout le système social et économique de l'époque. On a d'abord des combats qui sont plutôt entre nobles. Au XIIIe siècle, donc globalement l'époque des croisades, on a l'armure qui se limite à une cotte de mailles qui peut être très longue généralement, avec un casque complètement fermé, sans visière, qu'on appelle le aume. On a ici un aume qui était typiquement utilisé au XIIIe siècle. Concrètement, c'est un seau avec des ouvertures pour respirer, pour voir. En termes de visibilité et puis de maniabilité, c'est un peu compliqué, mais ça faisait son usage. C'est le casque le plus symbolique de cette époque. Un grand bouclier et une épée à une main. C'est généralement l'équipement standard, éventuellement avec une lance, en plus, à pied ou à cheval, qu'on peut utiliser. Au début, au XIIIe siècle, on avait un gambison qui était au final un certain nombre, entre 6-8 couches, parfois plus, de lin, de crin de cheval superposés, donc qui amortissaient relativement bien les coups, mais on n'était pas à l'abri des coupures. Il se pouvait que le faible d'une épée, c'est-à-dire la pointe, était affûté. Et donc, un coup d'épée de la pointe, ça aurait suffi à couper le gambison et éventuellement à blesser. Et puis après, plusieurs coups, bien sûr, on se retrouvait avec un vêtement en lambeaux, ce qui ne serait pas idéal pour combattre. Donc, par-dessus le gambison, eh bien, on rajoute une cotte de maille qui permettait d'éviter justement ces coupures. Une cotte de maille n'absorbe pas le choc, mais permet d'éviter une coupure. Donc, la somme gambison plus cotte de maille, eh bien, se complète. Mais on sent toujours le coup. La guerre demandant toujours d'évoluer son armement, on va améliorer les techniques de forge, les épées vont s'agrandir, et puis on va voir surtout apparaître les premières plaques d'armure qui vont couvrir d'abord le cou, les coudes, les genoux, donc toutes les parties un petit peu mobiles, vont venir se rajouter des plaques d'armure au niveau des bras, etc., du torse bien évidemment. Au XIVe siècle, on se recouvre de plus en plus de plaques. On gagne un petit peu en termes de poids, parce que bien sûr la cotte de maille pèse très lourd. Non pas qu'une armure ne pèse pas lourd, mais on peut être parfois un tout petit peu plus mobile aussi, et on encaisse surtout un peu mieux les coups. Un coup de masse à ailette dans un gambison, même s'il y a une cotte de maille, on va quand même la sentir relativement bien, ça pourra casser un bras même par-dessus ça. Alors que si on a un plastron d'armure, donc un plastron complet, je pense au XIVe siècle, le plastron, avec un peu de chance, pourra arrêter, il sera déformé certes, mais il pourra arrêter un coup de masse à ailette. La famille d'à côté, c'était les brigandines ou les corazinas, qui étaient constituées de plusieurs plaques mobiles entre elles, rivetées entre elles. C'était une méthode, une armure plus souple, pouvait bouger un peu plus dans une brigandine que dans un plastron. On est arrivé à des armures articulées, et on a notamment ces casques. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un aume à museau de chien. L'avantage de ces casques, ils peuvent s'ouvrir, et on rabat ce qu'on appelle le mésaille pour aller en combat. Donc là, on est typiquement sur du 14e, là également, bec de passereau. Et donc l'évolution du bec de passereau, notamment, c'est le harnais qui protège toute la partie cervicale, parce que quand on prend un coup dans un bec de passereau ou dans n'importe quel casque, eh bien c'est les cervicales qui prennent, même si on est protégé, tout le coup est encaissé au niveau cervical. Avec un harnais, le harnais repose sur le plastron ou sur la brigandine, selon l'armure dont on dispose, et au final c'est le corps entier qui encaisse le coup, ça encaissera beaucoup mieux que les cervicales. Le gorgerin ici, ce qu'on appelle le gorgerin, est intégré en fait au casque et protège vraiment cette partie du corps, donc le cou, la nuque et les trapèzes. Quand on s'équipe d'une armure, généralement on commence par le bas pour finir en haut. La plupart du temps, il est intéressant de fixer certaines pièces, notamment les jambes, au niveau du pourpoint armant pour soulager les épaules. Sinon, on aurait trop de poids sur les épaules, on se fatiguerait énormément. On va pouvoir fixer des solerets au niveau des pieds, suivis de grèves complètes ou alors demi-grève au niveau du mollet. Donc la demi-grève couvre seulement l'avant, la grève complète couvre l'entièreté du mollet, toujours dans le but de protéger notamment les tendons au niveau des jambes, que ce soit au niveau du genou, c'est les plus apparents, mais au final toute la jambe est concernée. On retrouve les jambes d'armure qui sont faites pour protéger les cuisses. Généralement, elles n'en servent pas forcément toute la cuisse pour des raisons de poids. Ça pouvait, mais c'était pas forcément obligatoire. Ces jambes sont fixées donc sur le pourpoint armant ou sur une ceinture. Personnellement, j'ai préféré le fixer sur le pourpoint. Ensuite, on rajoute donc la brigandine ou le plastron si on en a un, puis les bras, fixés eux-mêmes sur la brigandine. Une fois qu'on a les bras, eh bien, on peut finir par fixer le harnais.
et on va avoir ce qu'on appelle le grand harnois blanc, donc l'armure complète du chevalier qui recouvre des pieds à la tête. Arrive également à la fin de la guerre de 100 ans une évolution majeure dans la technique militaire, c'est évidemment la poudre noire. La poudre noire qui va changer complètement la face des combats. Même si les premières pièces d'artillerie sont beaucoup moins efficaces que l'artillerie ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est onagre, couillard ou autre trébuchet. En 1440, les troupes royales de Charles VII reprennent la forteresse de Conches et occupent Louviers. Les Anglais sont massacrés. Évreux est repris par surprise la nuit du 15 septembre 1441. Un pêcheur introduit Robert de Floc, modeste seigneur de Dieppe, et ses soldats par une brèche du rempart. Évreux deviendra une base d'opération contre les garnisons anglaises. Robert de Floc devient bailli, administrateur au nom du roi, et capitaine d'Évreux. Pierre de Brézé, qui jouera aussi un rôle décisif dans la reprise de Verneuil en 1449 et à la bataille de Formigny en 1450, deviendra comte d'Évreux. En 1449, les Français reprennent le Neubourg, Pont-de-l'Arche et Verneuil-sur-Avre. Les troupes de Charles VII entrent ensuite à Vernon, Pont-Audemer, Rouen, Bernay, l'Aigle, Domfront, Bellême et s'emparent des châteaux d'Harcourt, Chambray et de Château-Gaillard. Château-Gaillard, c'est un endroit que j'aime bien. C'était un endroit extrêmement stratégique. D'ailleurs, Richard Cœur de Lion l'avait construit à cet endroit-là pour ça. Et d'ailleurs, pendant la guerre de 100 ans, son intérêt stratégique va ressortir puisqu'il va être assiégé 3 fois. En 1417, il appartient aux Français et les Anglais vont le reprendre après un siège de 16 mois, donc c'est extrêmement long. En 1430, où il va être assiégé 2 fois, une fois par les Français qui vont le reprendre, en début d'année, en février si ma mémoire est bonne, et en fin d'année, en novembre, il va être repris par les Anglais après un nouveau siège. Et en 1449, où là il va être repris définitivement par les Français après un siège de 6 semaines. Les endroits comme ça stratégiques vont être assiégés, réassiégés, et c'est vrai pour différents endroits, il n'y a pas que Château-Gaillard évidemment. Il ne faudra qu'1 an aux troupes de Charles VII, entre 1449 et 1450, pour reconquérir la Normandie, après plus de 60 sièges réussis en 16 mois. Il était beaucoup moins risqué d'assiéger un château que d'affronter l'armée adverse en bataille rangée sur un terrain découvert, où là on ne pouvait pas trop savoir l'issue. Quand on menait un siège, on pouvait déjà se dire, voilà, prévoir à l'avance, et puis forcer l'adversaire à attendre, et puis à épuiser ses réserves, finir par se rendre. On commençait par bombarder jour après jour les fortifications. Donc les armes d'artillerie étaient quand même avec une cadence relativement faible, hein. C'était au mieux un tir à l'heure, au pire un tir à la journée. Mais on finissait par percer les défenses, on lançait quand même des assauts au point faible des murailles, et puis si on n'arrivait pas à prendre les places fortes comme ceci, on utilisait la ruse, par exemple en passant par des souterrains creusés par des sapeurs, qui en fait creusaient en dessous des fortifications, créaient un gros feu, et le feu et la chaleur dégageaient en fait une puissance qui abîmait les pierres et qui finissait par faire écrouler les murailles. Et il faut garder en tête qu'un combattant en armure s'épuise relativement rapidement. On était sur des combats de quelques heures maximum. On lançait des assauts, on se repliait, on relançait des assauts, on se repliait, etc. On ne se battait pas pendant une journée sans prendre de pause. On ne se repliait pas parce qu'on avait envie de se replier en disant à l'ennemi on fait une pause. Non, on lançait un assaut, il y avait forcément un vainqueur qui prenait un petit peu l'avantage, le perdant qui se repliait plutôt vers ses positions encore défendues, ou si l'attaquant, l'assaillant, notamment en cas de siège, n'arrivait pas à percer la défense, il se retirait pour reprendre des forces, pour replanifier une stratégie d'attaque, et puis relancer un assaut après. Le 27 août 1449, le roi de France fait son entrée officielle à Évreux, qui lui remet les clés de la ville. Après une nuit au château et une messe le lendemain matin à la cathédrale, Charles VII se rend à Louviers.